L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est ça, c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. Bonjour. Mesdames et messieurs, très content de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de notre émission Afro-Lumière. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons devoir recevoir pour vous Baba Kinkela Wamazulu Imhotep, celui-là même qui a pris l'habitude de vous donner des enseignements sur la mentalité vétuste de l'homme noir. Et il ne sera pas seul dans son émission, il sera accompagné de son complice de tous les jours, Mobali Makasi. Et donc, aujourd'hui, les deux complices vont partager avec nous sur la question de la mentalité sous-développante de l'homme noir. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'homme noir? L'homme noir, partout où il n'est pas pris en considération. Il est le loc, la risée. Il est une chose humaine. Mais pourquoi? Mais pourquoi cela? Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre nos deux kémites et c'est par la suite que nous allons devoir commenter avec vous ensemble. Et c'est parti. Je te laisse Parce continuer, que, mon ami. au principe, si la collectivité est dans la pauvreté et que tu penses être dans la réussite parce que tu as ce qu'on appelle ce que j'appelle la capacité à la consommation élevée. C'est quoi une réussite? C'est mettre des facteurs productifs qui peuvent générer des ressources à la longue par génération. Mais avoir une haute capacité de dépenses, ce n'est pas une réussite. Or, avoir une haute capacité de dépenses va généralement à la contre de la société à laquelle tu appartiens. Pourquoi? Parce que la seule manière pour avoir tout ça dans ta poche, c'est de voler aux autres. Là, nous allons au discours de ce qu'on appelle justement la réussite collective et la réussite individuelle. Attention, développement collectif et développement personnel. Tout le monde est en train de parler de développement personnel, je déteste ça. personnel gauche-droite. Je déteste ça. Ouais. Je déteste quand j'entends les noirs là me parler de. Il y a maintenant des champions de développement personnel. Franchement. Le développement personnel est un détournement des fonds de la collectivité. Et je vais l'expliquer de manière très claire et très simple, de manière que tout le monde puisse comprendre. Et pour ça, je ne vais pas aller dans le passé, je vais rester dans le présent. Et ce qui m'énerve, moi, avec ces gens-là qui sont en mode développement personnel, tous ces gens-là qui ont toutes les solutions pour développer. Le pire, c'est qu'on ne fait jamais attention à ces personnes qui enseignent ces bêtises-là.
Mais ces personnes-là qui enseignent ces bêtises, qui ont toutes les solutions pour tout le monde, quelle est leur contribution pour l'Afrique et pour la collectivité? Aucune. Ici, c'est même pas du développement personnel, c'est du développement de l'égoïsme. Tout simplement. C'est de l'ego et c'est pourquoi vous avez les coachs du développement personnel. Ok. Ah ben, s'il y a un coach là dehors, ok, qui fait du coaching pour le développement personnel, qu'il fasse gratuitement cela. Merci. Ben oui, veut développer les gens. de toute façon, moi, vous savez, il y a une nuance. Non? Il y a cette histoire, une petite blague où on rencontre un coach de développement personnel qui a un livre. Il a écrit un livre, Comment devenir millionnaire dans un mois. Et puis, ce livre n'est pas encore vendu et il a besoin de l'argent pour vendre ce livre-là. Il a besoin d'un financier pour vendre ce livre pour devenir millionnaire. Alors, il va trouver quelqu'un qui va lui dire, mais toi, tu as un livre pour devenir millionnaire dans une semaine. Oui. Et tu as besoin d'argent pour te financer à vendre ce livre. Oui. Vraiment. Il dit, mais lis le livre. Mes frères, c'est pour ça que moi, je les aime pas, en fait. C'est des bandes, c'est de l'escroquerie, en fait. Après, moi, que les locodères me fassent ça, ça ne me dérange pas. Mais quand je vois nos frères et nos sœurs commencer à rentrer dedans, franchement, c'est devenu du n'importe quoi. Le développement personnel est un détournement des fonds de la communauté. Pourquoi? Dans une communauté normale, c'est quoi le développement personnel? Je vais donner un exemple typique. Très simple. Dans un village, on va chasser ensemble. Les hommes vont en chasse ensemble. Les femmes vont en champ ensemble. Et tout le monde travaille d'un point. Et puis, les hommes vont rapporter un gibier. Attention, pour abattre un gibier, ce n'est pas une mitraillette. Il faut connaître l'environnement. On s'organise, on travaille en groupe. On abat un gibier. Ça, c'est le développement collectif. Et puis, après, le gibier est rapporté à la maison. OK? Dans le village. Les chefs du village divisent les gibiers en parties selon le nombre de familles dans le village. C'est chaque famille qui reçoit une partie a ce qu'on appelle développement personnel. Le développement personnel est un produit du développement collectif. Attends, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, je l'aime bien. Répète ça, elle est bien. Le développement personnel est une conséquence du développement collectif. Là où un certain paramètre de développement personnel se vérifie, sans qu'il y ait en précédence un développement collectif, vous avez ce qu'on appelle un détournement du développement collectif qui tous vont finir dans les poches d'une seule personne. C'est comme ça que quand vous allez dans un pays comme le Congo, vous allez trouver que le ministre qui a 30 personnes qui travaillent dans son bureau et lui, il n'est jamais au bureau. Il n'est jamais au bureau, il est dans les bars, dans les coins, mais à la fin du mois, il veut mettre l'argent, les salaires de tous les salariés de son département dans sa propre poche. Alors, après, quand il prend ça, il va s'acheter une grosse Jeep. Ils vont dire que les gars s'est développé. Mais non, il a détourné la collectivité. Un développement personnel s'est fait au coût de la collectivité. Ce sont des gens à bannir. Ce sont des gens à bannir d'une collectivité, les gens qui prônent le développement personnel. Pourquoi nous avons cela? Eh bien, parce que nous ne nous souvenons pas du passé. En nous retournant vers notre sujet, eh bien, c'est parce qu'on dit qu'il n'y a pas l'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Pourquoi il n'y a pas d'alternative? Parce qu'on conçoit le développement comme un développement personnel. Chacun est isolé dans son petit coin. Et on te dit, écoute, il n'y a pas d'alternative, mais il n'y a pas d'autres personnes pour te dire, écoute, on pouvait faire ça. Et nous devons être, comme je dis, je veux que l'on réfléchisse. Qu'on prend le temps d'utiliser 2 neurones, 3 neurones, 4 neurones. Et quand on commence à utiliser les cerveaux, on doit sortir un peu de vos téléphones. Je sais que maintenant, vous êtes en train de vous suivre, peut-être dans votre téléphone, dans la télévision. Que votre téléphone ne vous possède pas. Vous la possédez. Oui. C'est très important. Sauf quand vous regardez les lives de Mobali. Là, vous avez le droit. En dehors de ça, les amis. Vous devez avoir les contrôles. Je ne vous demande pas d'abandonner votre technologie. Mais votre technologie ne doit pas vous posséder, vous devez la posséder. Vous devez la posséder, vous devez la contrôler. Vous devez la contrôler. Parce que quelqu'un dirait, écoute, Baba Jinkel a dit, c'est comme s'il n'a pas un téléphone. Oui, j'ai un téléphone, il ne me contrôle pas. Le livre est très important, je me pose des questions.
j'étudie ma culture. Chaque jour, tout peuple dans le monde est en train d'étudier la culture. Il faut aller dans les musées. Les musées, ils naissent pour ça. Il y a des études culturelles qui sont programmées chaque jour. Et cela permet de déterminer de la puissance. Et nous retrouvons les éternels perdants. Nous retrouvons les éternels faibles. Pourquoi? Parce que, eh bien, pour trouver des gens qui étudient notre culture, il faut aller voir Lasconi. Il faut aller voir Romotunde. Et qui d'autre? C'est fini. Mais Lasconi, il a 50 ans. Omotunde aussi. Mais dans les 40 ans, il y en a combien? Or, chez les autres, ce sont des armées entières de personnes qui font ça. Tout ce que l'on veut, c'est jouer au football et danser l'indombolo. Tout ce que l'on veut. Et comment peut-on vraiment penser affirmer de la force avec autant de neurones qui circulent dans le cerveau au point où le cerveau devient seulement un meuble pour la tête? Quelque chose avec les oreilles. Comme ça, il n'y a pas l'écho. Le cerveau devient un meuble pour la tête. Alors là, celle-là, elle était pas mal. Nous devons faire les comptes avec cela. Et nous, vous savez, tu sais mon frère, nous devons rentrer dans une thématique de l'autocritique sur nous. Observons ce que nous faisons, regardons où nous vivons. Et j'ai vu Songo aller avec Pta Kinshasa, aller dans un village où les gens étaient en train de demander de l'aide étrangère pour qu'on leur arrange les maisons. Et les maisons dans lesquelles ils vivaient ressemblaient à des cabanes. Je pense que même les animaux de la forêt ont pitié de ces gens-là. Même les animaux les ont demandé, écoute, au moins venez de la forêt, c'est construit déjà. Parce que vous ne vivez pas dans des cabanes comme ça. Et puis, il y aura un projet chinois qui va venir. Vous allez leur donner la licence, exploiter votre terre, apprendre tout ce qu'ils vont. Ils vont prendre la même argile qu'il y a devant votre maison. Ils vont vous faire de plus belles maisons. Mais ils ne vont pas apporter de matériel. Ils vont utiliser la tête. Ils vont faire des maisons meilleures. Mais après cela, ils vont prendre toutes les richesses que vous avez dans la terre et ils vont partir avec. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que vous-même, vous puissiez finir vos propres maisons? Pourquoi doit-on accepter de vivre dans ce que tout le monde reconnaît n'est pas glorifiant pour la vie humaine, la dignité humaine? Elle passe où? Je vais ici jeter un clin d'œil, mon frère. Et je ne sais pas si c'est le cas partout, je n'ai pas visité partout en Europe, mais je sais par exemple, quand vous rentrez dans les quartiers, généralement en Europe, qui sont reconnus être des quartiers de Noirs, ce n'est pas propre. Oui, mon pote. C'est désordonné. C'est vrai. En Italie, on connaît le quartier Termini, en Italie, à Rome. C'est dégueulasse. C'est le quartier des Noirs. Et à Matongé, j'ai vu, en France, j'ai vu Château Rouge. C'est un bordel, hein? Mais c'est un bordel incroyable. Je sais. Moi, j'y vais pas. Pourquoi devons-nous chaque fois et encore rétablir, exprimer cet état-là des choses? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Il n'y a que les porcs qui vivent dans la saleté. C'est quel état de conscience nous avons? Mais mon pote, mais tu l'as dit, hein, tu sais, quand tu es un animal domestique, bah, c'est normal que tu sois dans ta merde. Parce que tu n'es pas dans ton environnement. Ouais. C'est vrai que je n'avais pas fait le lien avec ça, mais c'est vrai, ça n'empêche que c'est vrai, mon ami. Hein. Tu sais, un animal qui vit dans son élément, bah, il est propre. Il est propre. Il n'a pas de problème. Hein. Il est propre. C'est vrai que nous avons un souci. Nous avons un souci avec nous-mêmes. Mais ça, c'est à tous les niveaux, tu vois. De manière collective, on peut le voir, mais individuellement, nous avons un sacré problème. La façon dont on a à s'habiller démontre qu'il y a un problème culturel. Nous sommes les seuls de toutes les communautés à être tout le monde. Un noir n'a pas un problème lorsqu'il va à une fête ou lorsqu'il veut montrer qu'il est quelqu'un d'important. Ben, il va le faire en s'habillant de la manière que les autres s'habillent pour pouvoir montrer qu'ils sont importants. Donc ça va être le costume cravate, même s'il fait chaud. Hein. Même s'il fait chaud, alors même si ce n'est pas adapté. Hein.
Tu vas voir le gars, il transpire, tenue officielle, ses costumes, cravate, il a mis un espèce de filet sur le cou, qui le truc, il est pas à l'aise. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme nos mamans, hein. C'est pareil. Hein. En plein été, il fait chaud, elle est en mode jean serré, alors que le bide, les fesses, rien ne rentre, tout est désordonné, mais c'est pas grave en fait. Alors qu'elle aurait pu bien s'habiller comme une belle femme africaine en mode paille, en mode à l'aise, pour que l'air rentre. Non. Elle met le jean serré qui n'arrive même pas à monter. Là, devant, il y a le string qui se voit. Toi, tu es derrière avec les enfants. Tu as tout le cinéma, tout le spectacle qui est offert. Ça démontre bien qu'il y a un problème, mon ami. Individuellement, il y a un problème. Et après, quand tu mets toutes ces personnes aliénées ensemble, ben, ça donne les châteaux rouges. Ça donne les endroits que tu décris là. Et ça donne nos pays, en fait. Tu sais, mon frère, il y a une fois, il y a très longtemps, peut-être 2015, j'étais en Angleterre, dans une ville qu'on appelait Sunderland. Et j'étais en train d'aller vers Newcastle. Il y avait un graduat universitaire. Okay? Je rentre dans les trains et je vois des jeunes Anglais qui étaient aussi allés dans les graduats universitaires. Et ils étaient habillés en Armani, tous ces genres de griffes-là. Attends, je dois juste répondre à quelqu'un qui a dit que oui, tout le monde met des costumes cravates. Oui, alors toi, mon pote, tu as un sérieux problème. Parce que quand tu vas à Dubaï, toi qui parles des Arabes, c'est pas le costume cravate. Quand tu vas dans les pays arabes, ne me parle pas de l'Algérie, ne me parle pas de Maroc, ça, c'est pas des Arabes. Là. Quand tu vas dans les pays arabes, quand ils sont bourrés de thunes, tu vas au Qatar, c'est pas costume cravate. Ils sont en tenue arabe et ils sont très très fiers de s'habiller comme ça. D'accord? Et quand tu vas chez les Chinois, c'est pareil. Hein. Quand tu vas chez les Japonais, ils sont très très fiers de leur culture et quand ils sont en tenue officielle, eh ben, ils le font truc. Donc arrêtez de mettre vos bêtises hein, et d'essayer de masquer ça en donnant des faux exemples. D'accord? Ça, je n'aime pas entendre ce type d'exemple. Et c'est ça qui fait en sorte que vous êtes tellement confortable dans vos bêtises que vous ne voulez pas changer. Frère, continue. C'était juste une petite chicotte là parce que vraiment, à chaque fois. Je disais, je rentre dans ces trains, je suis assis et je vois deux jeunes blancs anglais qui rentrent dans le train en modalité ils vont en fête. Et c'est-à-dire quoi, ils sont en veste Armani, Gucci, Yves Saint Laurent. Et quand je les ai regardés, c'était pour moi la première fois de comprendre pourquoi les artistes, ou disons les couturiers, sont accusés de racisme, qu'ils disent nous ne faisons pas nos habits au noir. Quand j'ai vu ces habits-là sortis des maisons, des griffes sur les blancs, ça leur allait parfaitement. C'était beau à voir. Et je me suis, en ce moment-là, mis dans les paniers de ce couturier qui fait ses habits en s'inspirant de la poitrine occidentale parce que les corps ne sont pas les mêmes. Les mesures et les proportions complètement différentes. Et je m'imagine sa colère à voir cet habit-là, mais endossé par quelqu'un qui n'a pas les mêmes proportions. Ça devient moche. Oui, mon pote, dis-le. Ça devient moche. Et c'est normal qu'il se fâche. Mais tout à fait. De la même manière que moi, ça m'énerve de voir des locodermes en mode stress, en mode tresse. Ça énerve certaines personnes de voir des locodermes s'habiller en traditionnel. Mais mettez-vous aussi à la place des locodermes qui, lui, Yves Saint Laurent, il a fait ses vêtements. Il a fait les vêtements avec la proportion des locodermes. Et toi, tu mets ça avec ton gros bidon, avec ton... J'ai mes enfants là derrière, je peux même pas parler. Avec ton gros bidon, avec ton gros Masoko, le pantalon, il n'arrive pas à rentrer, mais Yves Saint Laurent, là, les gens des grosses coutures, mais ils s'énervent. Ils ont le droit. Comment à la limite, ils pourraient vous protéger, porter plainte pour... Oui. Comment on appelle ça, vandalisme? Ben oui, détournement. C'est du vandalisme artistique. Détournement. Oui, parce que quand vous allez peindre les trains, là, on dit c'est du vandalisme, non? Et ce que vous faites, c'est du vandalisme artistique. C'est pas fait pour vous. C'est même du vandalisme culturel. Tu sais, une fois, dernièrement, je suis allé me refaire des lunettes. Ok, j'ai refait mes lunettes et à un moment donné, il y avait ces garçons, un étudiant indien à cette université, et là, ici en Angleterre, disons en Écosse, il me demande si, parce qu'on cherchait quelque chose qui aille pour moi. Et chaque fois qu'on mettait des lunettes, j'avais des douleurs. Il me dit, mais regarde, il dit, mais c'est gros, mais c'est pas pour toi. Il me demande, mais
Vous n'avez pas de dessinateurs noirs pour les lunettes noires? Je les regarde, des dessinateurs noirs pour les... Oui, vous n'avez pas de dessinateurs pour les lunettes. Je l'explique, moi, ça signifie que m'explique, mais écoute, chaque peuple, chaque race a ses propres dessinateurs. Les lunettes que tu es en train de dosser sont été... Regarde la griffe. C'est quoi? C'est Yves Saint Laurent ou bien c'est... Je ne sais pas c'est quel genre de griffe ici. Ray-Ban. Mais oui, mais ça a été pris sur les proportions des têtes des personnes. Ce sont les proportions des Occidentaux, c'est pas pour toi. Tu n'as pas les mêmes proportions. La distance entre l'oreille et l'œil, c'est pas la même. Ça change d'un peuple à un autre, d'une race à un autre. Et les Asiatiques ont le leur. Mais oui, mais mon Tout pote, le monde ont les leurs. mais- Et nous devons forcer. Et puis après, tu vas voir, ça fait mal à la tête, tu vas dire que non, la tante au pays, elle veut me bouffer. Eh oui, mais ce que tu dis est tellement vrai. Mais il faut qu'on accélère avec les diapos. Mais je vais juste... c'est peut-être du hors-sujet, mais tout est lié. Tu sais, toute cette façon de faire, on ne peut pas aussi en vouloir aux locodermes. Moi perso, j'ai arrêté moi d'en vouloir aux locodermes. Les locodermes, ils font ce qu'ils ont à faire. C'est à nous de changer. Mais si nous-mêmes, on ne se respecte pas, personne ne nous respectera. Tu sais, mon ami, ici, là, dans le RER, quand je prends le RER, ils font des annonces pour tout et pour rien. Ça peut être parce que pour signaler les masques, les histoires d'attentats, des machins. Toutes les langues des peuples qui les respectent sont... Ils mettent les messages dans toutes les langues des peuples qui les respectent. Même en langue chinoise. Les seules langues... Toutes les annonces sont faites en italien, comment on appelle ça, en anglais, en chinois, en tout ce que tu veux. D'accord? En russe. En russe, tout ce que japonais. tu veux. Les seuls peuples absents pour les annonces importantes, c'est les Africains. Aucune langue africaine. Aucune. Je dis même pas aucune langue africaine n'est prononcée. Ça veut dire que, mon ami, on ne compte pas pour l'humanité. On ne compte pas du tout. C'est parce que nous-mêmes, nous ne nous respectons pas qu'eux-mêmes ils se disent, bon, comme ils ne se respectent pas, ça ne sert à rien de compter sur eux. Tu sais, regarde encore un autre exemple. Quand tu regardes les vêtements, le XL, ce n'est pas le même pour les Européens que pour les Asiatiques et pour les Américains. Parce que, comme tu l'as dit, chaque peuple a ses propres proportions. Les seuls, alors qu'on consomme, hein, les Noirs, je pense qu'on est l'une des communautés qui consomme le plus quand il faut dépenser notre argent pour les communautés qui nous détestent. On est la communauté, celle qui dépense le plus. Mais aucune proportion africaine, ne fût-ce que dans les jeans là. Les mêmes jeans que nos mamans mettent là n'arrivent pas à rentrer dans tout leur sac de manioc. Tu crois que Levi's s'est dit, bah tiens, les Noirs consomment plus de Levi's, donc je vais essayer de m'organiser pour que les proportions de leur Masoko puissent rentrer. Non, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. On sert sa communauté. On sert l'humanité en servant sa propre communauté. Et regarde même en informatique. Il y a des claviers pour les Allemands, il y a des claviers pour les Européens, il y a des claviers pour les Arabes même. Il y a un clavier pour les Chinois. Les seuls qui n'ont rien, c'est les Africains. C'est honteux, hein? Ah oui, ça c'est notre propre responsabilité. Oui, Vous moi j'en savez, veux pas au locoderme, ils ont raison. Ils ont raison. Les lièvres, les lapins ne peuvent pas s'en vouloir. Ou la famille des lapins ne peut pas en vouloir parce que les lions ont mangé leurs enfants. Ils ont été imprudents. Ils ont raison, hein, mon ami. On peut pas pleurer. C'est à nous de prendre les décisions qu'il faut pour imposer aux autres pour qu'ils nous respectent. Mais il ne faut pas pleurnicher. Nous devons comprendre cela parce que aujourd'hui, au lieu de pousser nos jeunes, nos enfants vers les études qui comptent pour développer une force de civilisation, tous les parents poussent les enfants à faire le football. Vous savez combien de neurones vous avez besoin pour pousser une ballon? Un seul. Un seul. Un seul neurone pour pousser les ballons. Nous devons sortir de ces cadres-là. Et je vais, avec cela, retourner dans le diapo. Nous allons passer au prochain diapo. On va les Makassi. C'est un diapo, nous allons passer rapidement. Et ouais, nous avons la révision et nous allons passer au prochain, la révision, oui. OK. Et maintenant, nous allons voir, ce sont des diapos que vous avez déjà connus. Je parle de la révision. C'est important de retourner sur ces personnes. Parce que ces personnes ont étudié le comportement humain. Aujourd'hui, nous nous trouvons là où nous nous trouvons parce que le comportement humain a été fait sujet d'études, des très très longues études. Et quand nous allons en Afrique, nous allons voir que nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés, nous racontent qu'il y avait des Blancs qui venaient, qui étaient là, ils étaient en train d'écrire. Et ils écrivaient, nous on n'écrivait pas. La question que je me suis toujours posée, quand ils écrivaient, vous faisiez quoi? Vous écrivez pas, vous pas non plus. S'ils écrivent de vous, écrivez d'eux. Et par après, Edward Burden, et nous avons Gustave Le Bon qui n'est pas bon. Tous ces gens-là,
Ce sont des psychologues qui ont fourni des matériels très importants sur l'organisation mentale de l'être. Une fois que ces matériels ont été fournis, on a catégorisé les êtres et on a trouvé comment il faut les conditionner. Comment il faut les assujettir en les utilisant eux-mêmes. C'est quoi le travail, les chevals de Troie? Eh bien, les chevals de Troie, c'est notre incapacité à nous étudier nous-mêmes. Et nous laissons les autres faire l'étude. Nous venons en Occident, nous avons été en Occident pour venir et étudier sans réaliser que nous servions des cobayes d'expérimentation. C'est parce que les Africains qui sont venus vivre en Occident, les premiers qui ont été créés, les premières relations, c'est les attitudes psychologiques et mentales des Africains. Ils sont venus servir des cobayes. Et après, ces études ont servi au néocolonialisme pour implémenter leurs mécanismes dissociatifs et cognitifs de la pensée humaine africaine. Et nous passons au prochain, ainsi que ce sont des révisions, au prochain, disons, diapo Mobali Makassi. Nous allons voir un autre personnage duquel je pense avoir déjà parlé. Il s'agit de Leban, ouais, Jean-Gustave Leban. Et c'est très important ici de voir que ces études remontent au XVIIIe siècle, 1895. Psychologie des foules. 1895, c'est après 1885. C'est quoi 1885? C'est la table de la conférence de Berlin. Et il y a psychologie des fous. Et où pensez-vous que ces genres de théories, parce que là, c'est un livre, où est-ce que vous pensez que ces genres de théories ont servi comme champ expérimental? Eh bien, encore en Afrique. Parce qu'en étudiant les groupes populaires, les comportements des personnes, on apprend comment les conditionner. C'est quoi la finalité? Les réduire à un esclave lobotomisé, tel que nous sommes en train d'être réduits aujourd'hui. Au point où nous sommes contents qu'on nous enlève les droits. Quand on dit mettre la masque, il y a des gens qui sont prêts à vous sauter dessus par les coups quand vous n'avez pas mis une masque. Quittons les bons pour passer à la prochaine diapo. Nous avons parlé de Foucault, Michael Foucault. Ici, nous sommes avec la biopolitique. La biopolitique, souvenez-vous, nous l'avons étudiée comme capacité de conditionnement de l'être. C'est-à-dire, nous quittons les bons où on parle des masses. On a étudié comment conditionner les masses. On a compris les réactions des masses. On a compris la psychologie des masses. On va un point un peu plus loin. L'individu. On veut conditionner l'individu. C'est de la télévision. Avec les bons, nous avons la télévision. Avec les fonds, nous avons les téléphones à la main. Et ces théories ont été implémentées et puis rendues technologiques. Nous passons au prochain diapo, on va les casser. Et ici, nous parlons des disciplines allant, nous sommes dans la raison, des disciplines allant de la chimie à la biologie, à la génétique, à la science, à la statistique, les titres sur la démographie, la psychiatrie, la sociologie, la criminologie, la sexologie ont contribué à tracer des lignes de la normalité. C'est-à-dire, ce que nous avons été appelés normalité ont été dessinés pour nous. Aujourd'hui, nous qui sommes dans cette ère où il y a une transformation, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons été apportés, appelés normalité, avait été aussi imposé. Et qu'avant cette normalité, il y en a un autre. C'est comme les animaux de la ferme qu'on passe d'un hangar à un autre. Et nous devons comprendre cela pour sortir. Parce que l'objectif de la spiritualité, c'est celui de l'élévation de la conscience et de la libération de l'esclavage. Et quel esclavage parle-t-on? Celui du diable? Non. Le diable, c'est un concept qui représente exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous approchons avec les prochaines diapos, on va les Makassi. Maintenant,
Nous rentrons un peu dans la technicité, là, nous rentrons dans les néolibéralismes et la pensée unique. Pensée unique revient, aujourd'hui, elle revient constamment dans tous les débats politiques, dans les médias. La pensée unique aujourd'hui, c'est laquelle? Il n'y a pas d'alternative. De quoi parle-t-on? Non. Il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire n'importe quelle chose dont on veut traiter. L'alternative n'existe pas. Nous devons faire ce que nous sommes demandés de faire. Et les dessins que vous avez là démontrent la pensée unique est l'arme du néolibéralisme. Et cette pensée unique, comme Dieu suprême, est transmise à travers l'Église, les nouveaux églises mondiales. C'est quoi les nouveaux églises mondiales? Eh bien, ce sont les sociales, les instruments, les médias. Où aujourd'hui, chaque journaliste s'est transformé en archevêque. Nous avançons avec les prochaines diapos. Comment fonctionne la pensée unique? Okay. La pensée unique, vous voyez bien comment les diapos l'intriquent bien. Et les prochaines diapos vont nous dire comment elle fonctionne. Parce que, comme je dis, c'est important de comprendre de quoi on est en train de parler. Et nous devons sortir des discriminations, des interprétations des routes. Parce que si nous continuons à faire ce que nous pensons, et si nous continuons à parler sans pouvoir comprendre de quoi il s'agit, eh bien, nous allons nous retrouver dans le gouffre. On va avec les prochaines diapos en parlant de la pensée unique. Comment elle fonctionne. Nous avons défini quoi elle est. Maintenant, voyons comment elle fonctionne. Prochaine diapo, mon bali. OK. Nous disons que dans sa logique essentielle, la pensée unique correspond à la superstructure idéologique compacte. Okay. C'est quoi une superstructure idéologique compacte? C'est-à-dire à une imposition. C'est ça quand on parle de la superstructure idéologique compacte, c'est-à-dire quelque chose qui vous est imposé. Elle est unitaire. Elle est dépourvue d'antagonistes politiques et culturels. C'est-à-dire elle ne représente aucune idéologie politique du point de vue philosophique. Et surtout, elle ne découle d'aucune autre culture. Et voilà. Voilà, mesdames et messieurs, c'est véritablement un problème. L'homme noir, au lieu d'être un homme sur qui l'humanité peut compter, vous venez de le remarquer, l'homme noir est devenu un problème de l'humanité, c'est-à-dire un problème qu'il faut gérer. L'homme noir n'apporte aucune solution au problème des hommes. L'homme noir, partout où il passe, il n'est pas respecté. Vous montez à bord d'un avion pour vous donner un peu les informations de courtoisie sur la façon de se comporter en avion. Le tout se fait dans des différentes langues. On vous communique en français, on vous communique en italien, on vous communique en arabe, on vous communique en portugais. Mais aucune langue africaine n'est utilisée à l'avion pour vous donner des informations. Et pourtant, tous les avions du monde circulent avec les hommes noirs à l'intérieur, mesdames et messieurs. Mais pourquoi on ne peut pas prendre du temps pour essayer aussi d'injecter les langues des Noirs dans certaines circonstances sociétales, dans la réalité de chaque jour? C'est tout simplement parce que l'homme noir n'est pas compté. L'humanité ne compte pas avec l'homme noir. Prenez votre ordinateur. Remarquez, tu ouvres l'ordinateur te propose des discours. L'ordinateur peut écrire en grec, en italien, en arabe, en français, en anglais. Toutes les langues sont reconnues, toutes les langues sont présentes dans votre ordinateur, sauf les langues de mélanoderme. Et cela ne dérange personne. Cela ne dérange personne. Les Noirs trouvent que c'est normal. Alors, comme cela est normal pour eux, et donc, les autres hommes ne peuvent pas les respecter.
On ne peut pas respecter l'homme noir parce que c'est l'unique homme au monde qui se nomme avec les noms des autres. Il se nomme Brigitte. Il se nomme Pierre. Alors, quand tu l'appelles Pierre Kasambakana, un pasteur qui est mon ami ici, mais il s'inscrit en faux. Il te dit, là il est content plutôt. Quand tu l'appelles Pierre Kasambakana, d'accord. Mais quand tu lui dis Libanga Kasambakana, parce que Libanga c'est ça le synonyme de Pierre, il trouve en toi un homme impoli. Est-ce que vous vous rendez compte? L'unique communauté humaine au monde qui porte les noms des autres. Donc des gens qui ne se respectent pas. C'est pas possible. Il y a un journaliste qui s'appelle Camille Bernard en France. Ce journaliste Camille Bernard, on se pose la question de savoir quel est son nom, quel est son prénom. Parce qu'ici chez nous en Afrique, on utilise tous ces noms comme des noms, tous ces prénoms. Camille, c'est un prénom. Bernard, c'était un prénom. Mais ce sont les noms des autres. Quand il lui dit que non, écoutez, vous portez les prénoms des autres, les noms des autres, qui sont devenus pour vous des prénoms, il s'inscrit en faux. Où est le mal? Le nérocolonialisme, la colonisation des nerfs. L'homme noir est tombé très bas. Et chaque fois que tu lui dis que, écoutez, essayez un peu de secouer ta tête. Parce que quelque part, ça ne va pas la tête. Il te dit non, ça c'est du racisme. Un autre député belge, il s'appelle Louis Michel. Et c'est son nom. Louis Michel. Il est connu de tout le monde, de toute la planète. C'est député Louis Michel. Mais, quel est son nom? Quel est son prénom? Ça ne dérange personne. Alors, mesdames et messieurs, on a été dans le droit de se dire que l'homme noir n'est pas un homme comme tous les autres hommes du monde. L'homme noir doit être l'intermédiaire entre les races humaines et les races animales. Il est l'interface du singe, chimpanzé et du véritable homme, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un homme puisse se comporter de cette façon. C'est ça. Mais à la fin, on a fait de l'anthropologie physique, on a finalement découvert que non, son quotient intellectuel est le même avec le quotient intellectuel de l'homme blanc. Mais qu'est-ce qui fait qu'il soit tombé très bas comme ça? On essaie un peu d'étudier le cubage même de son cerveau. On a finalement découvert que son cerveau a la même dimension que le cerveau de l'homme blanc. De toutes les façons, je n'aime pas le terme blanc parce qu'ils sont plutôt roses. Nous, on n'est pas noirs non plus. Ce que je porte ici, c'est ça la couleur noire. Mais ma couleur, je suis noir, ce n'est pas du tout ça. Les blancs ne sont pas aussi blancs non plus. Ils sont plutôt roses. Alors, mesdames et messieurs, on est fini par la conclusion. On a terminé, on a débouché à la conclusion qu'au fait, l'homme noir est victime de la mauvaise religion. La religion qu'il a importée l'a aveuglé. Et il est mort au nom de Jésus et de Mahomet. Et c'est par là qu'il faut se libérer. Mesdames et messieurs, je vous laisse sur cette note. Allez-y. Allez-y réfléchir sur ce qui a fait que vous puissiez tomber très bas. Allez dans le quartier noir en France, en Château Rouge, c'est la poubelle. Le quartier noir en Belgique, Matongué, c'est la poubelle. Partout où ils sont, c'est la poubelle. La malédiction. D'où vient cette malédiction? Cette malédiction vient du fait que vous avez adopté un modus vivendi spirituel qui n'est pas le vôtre. Alors, si tu as une preuve contraire, viens participer à mon émission et je te promets que tu ne payeras rien. Moi-même, je vais liquider la facture et comme ça, si tu as des preuves qui peuvent nous sauver, et donc, vous, les pasteurs qui me suivez, je vous invite, vous passerez dans cette émission avec des preuves les meilleures qui vont devoir nous libérer et ça sera une très très bonne chose pour notre communauté. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Portez-vous bien d'ici là parce que le prochain numéro, c'est déjà la semaine prochaine. Merci à vous.
L'enjeu, ce n'est pas d'avoir la foi, parce que dans la spiritualité, on n'aime pas les gens qui ont la foi. Vous voyez, c'est même des esprits faibles. Il s'agit de connaître comment le Créateur agit dans sa création. Et c'est là où se fixe, je dirais, la différence, ce qu'on appelle la ligne de démarcation entre la spiritualité et la religion. Il n'y a pas de manipulation dans la spiritualité parce qu'on vous enseigne la loi. Dans la religion, oui, parce qu'on ne vous enseigne pas la loi. Problème. L'Asie, la Chine et l'Inde n'ont pas eu besoin du christianisme et de l'islam pour être là où ils sont. D'où vient-il que les Africains soient accrochés au christianisme, à l'islam pour s'en sortir? Que dans cette image, Jésus il est marié avec Marie de Madeleine, il a une descendance, donc c'est un homme tout à fait comme nous, pas le fils de Dieu comme on l'entend. Quand les Européens vivaient encore dans des huttes, étaient extrêmement primitifs, ne connaissaient ni l'astronomie, ni la philosophie, absolument rien. Et alors qu'en Afrique, c'était déjà extrêmement développé. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça... Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Si on continue à faire comme avant, alors nous perdrons définitivement le contrôle. Et alors ce sera l'effacement. Je peux vous le dire avec certitude. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra.